Alors, Madame Bourrin, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Oui, comme vous voulez. Vous êtes membre du board de l'Association des banques et banquiers du Luxembourg. Comité de direction. Comité de direction. Du board. Board, c'est l'administrateur. D'accord. Donc, vous allez donc nous parler de l'approche que vous avez du surendettement au sein de la BBL. Comment est-ce que vous l'abordez et quelles initiatives vous contribuez à mettre en œuvre ou vous mettez en œuvre pour justement ne pas en arriver à ces situations de surendettement? La transition est très facile après avoir parlé le fait de parler après Daniel. D'abord, la BBL est très investie dans le domaine de l'éducation financière et deux des projets dont Daniel vient de parler sont financés par la fondation ABBL pour l'éducation financière qui a été créée à la fin de l'année 2016 en coopération avec la Chambre de commerce et qui est dédiée précisément à livrer des fonds pour la réalisation de projets concrets. Donc je ne retire rien à toute l'honneur que la CSSF a à mener ces projets, parce qu'elle mène les projets, et l'éducation financière de la Fondation a pour but de financer ces projets. Donc ça, c'est un point. Maintenant, j'ai encore deux autres points à expliquer. D'un point de vue ABBL stricto sensu, là, donc, c'est-à-dire nous, en tant qu'association professionnelle, ainsi que nos membres, nous avons monté depuis 5 ans une Vorfundesuren, donc la semaine de l'argent, qui a pour objectif de rentrer dans les écoles et de faire des opérations donc, de sensibilisation auprès des élèves de qu'est-ce que c'est que l'argent, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Et l'idée est vraiment aussi une idée de prévention par rapport au surendettement, puisque si je sais comment utiliser cet argent et à quoi il sert, ben je saurai mieux comment faire face dans le futur à gérer mon budget de manière comme un adulte responsable. Voilà, donc ça, c'est principalement l'idée de la Vorfundesuren et nous sommes très contents. Donc, c'est à la 5e année consécutive que nous le faisons cette année. Et nous sommes très contents cette année d'avoir de plus en plus d'établissements scolaires qui participent à l'initiative. Et donc, donc, au total, nous formons de plus en plus d'élèves donc dans la tranche d'âge 10-11 ans à cette éducation financière. Et il ne faut pas négliger aussi l'effet boule de neige. Lorsqu'on forme un enfant, eh bien, il va par ricochet, former aussi ses parents. Et ça, je pense que c'est aussi un élément important dont on n'a encore pas parlé aujourd'hui. Un autre élément dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la réglementation. Je suis juriste, excusez-moi. Mais je vais, pour un petit peu faire le portrait aussi du cadre réglementaire luxembourgeois, parce que j'ai entendu deux choses dans le reportage de RTL tout à l'heure que j'ai noté. J'ai noté qu'un crédit se fait de manière trop rapide, c'est ce qui a été dit. Et puis, d'un autre côté, quelqu'un d'autre a dit que la banque peut refuser pour protéger son client. Donc, justement, au niveau de la réglementation bancaire, donc on a le Code de la consommation, dans lequel sont visés 2 chapitres spécifiquement, un sur le crédit à la consommation et l'autre sur le crédit immobilier. Dans ces 2 chapitres, il y a une obligation spécifique faite au banquier d'évaluer la solvabilité du client avant d'octroyer un crédit. Donc, un banquier ne peut pas octroyer un crédit sans avoir au préalable, premièrement, poser des questions sur les revenus du client, d'une part, et puis poser des questions sur le niveau d'endettement déjà. Est-ce que vous avez déjà des emprunts en cours? Quels sont le niveau de remboursement chaque mois que vous devez faire, etc. Toutes ces questions vont permettre au banquier d'évaluer la solvabilité de son client. Et si la conclusion est que le niveau d'endettement du client est déjà élevé et qu'il y a un risque si le banquier voit que le montant du crédit et les encours qui seront successifs dans les années suivantes, le client n'aura pas la possibilité de faire face à ces remboursements, eh bien la conclusion du banquier est de ne pas octroyer le crédit. Il faut savoir qu'il y a des sanctions à la clé par la CSSF, précisément en tant qu'autorité de régulation, ce sont des sanctions administratives, à un banquier qui ne respecte pas ses obligations de par la réglementation. Donc, de ce fait-là, le banquier n'est pas... je veux dire, d'autant plus, en fait, le banquier n'a aucun intérêt à avoir un client surendetté. Voilà.
Donc avec tout ça, donc, on voit bien finalement que le banquier ne va pas, en fait, il ne peut pas octroyer un prêt abusif. En fait, ce serait qualifié de prêt abusif d'un point de vue juridique. Et toute l'économie de ce système repose également sur la bonne foi du client. Un client qui mentirait en cachant, parce que s'il cache, c'est un mensonge aussi, qu'il a certains encours, qu'il a déjà un certain niveau d'endettement et qui, en fait, ne se responsabilise pas lui-même en disant non, je ne peux pas prendre ce crédit supplémentaire parce qu'autrement, je ne vais plus pouvoir avoir la possibilité de rembourser. Il y a une certaine part de responsabilité de la part du client. Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui, auprès du consommateur en général, d'avoir une approche de responsabiliser le consommateur pour qu'il soit à même de faire un emprunt de manière responsable et réfléchie. Et tout n'est pas, en fait, je ne veux pas par là déresponsabiliser la banque, mais la banque doit forcément se reposer sur ce que le client lui dit. Et il y a nécessairement à la fois une obligation de bonne foi de la part du client et de prêt responsable de la part du client lui-même. On a vu que la problématique transfrontalière, d'ailleurs, pouvait rentrer dans le cadre que vous décrivez ici, justement, de mauvaise foi. Effectivement, parce que peut-être que le client a déjà un crédit à de l'autre côté de la frontière et il ne le dit pas, mais peut-être aussi que le client va en Belgique parce que le client s'est vu refuser un prêt par une banque luxembourgeoise du fait que les critères d'octroi du prêt n'étaient pas présents. Voilà. Un mot de conclusion, peut-être ? Et je pense qu'avec toutes les initiatives d'éducation du client, enfin du futur consommateur, quand on prend dès le plus jeune âge, je pense qu'avec toutes ces initiatives, on doit parvenir à faire en sorte que le futur consommateur, lorsqu'il sera adulte, réagira de manière saine, de manière responsable. Merci. Stéphanie Damgé, vous êtes directrice de Young Entrepreneuren et j'aimerais que vous nous parliez de Young Entrepreneuren, évidemment, et surtout de vos programmes et en quoi vous donnez à l'éducation financière une place primordiale dans ces programmes. Donc, Young Entrepreneur Luxembourg, c'est une SPL qui a été créée en 2005 donc pour dynamiser vraiment l'esprit entrepreneurial au Luxembourg. Donc, chez les jeunes, donc notre public sont les enfants, les adolescents. En gros, sont les jeunes âgés entre 9 et 25 ans. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Donc, on offre des programmes éducatifs à chaque niveau de l'enseignement. Donc, tous ces programmes, ils ont un contenu, il y a vraiment un contenu pédagogique et qui se base tous sur l'approche Learning by Doing, ou sur des séances interactives avec des volontaires du monde professionnel. Donc, des programmes étant élaborés avec l'aide des enseignants et des économistes et des professionnels du monde économique. Ce qui est important pour nous, c'est aussi dans l'éducation entrepreneuriale. C'est clair, l'éducation financière, c'est un volet important. Si on parle d'entrepreneuriat, on doit aussi parler de l'argent et aussi de l'éducation financière. Donc, ça fait certainement partie. Et ouais, on a 11 programmes en tout. Je vais peut-être citer trois exemples. Donc, dans notre communauté, c'est au niveau de l'enseignement fondamental. Donc, ce sont les petits, j'ai toujours les enfants âgés entre 9 et 11 ans. Et ce sont des volontaires du monde économique qui interviennent pendant 5 heures en classe. Bien sûr, ce sont des programmes très ludiques et interactifs pour expliquer le fonctionnement d'une communauté. Le fonctionnement d'une communauté, quels sont les différents métiers, les différentes organisations qui existent, pourquoi ça fonctionne en fait. Simplement parce que eux, c'est normal, ça fonctionne. Ils vont avec les parents, ils vont chez le boulanger, à la poste, à la banque. Mais pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les responsabilités de tout le monde? Et là, on parle aussi de l'argent. Donc, on parle clairement de l'argent, du flux de l'argent, du rôle de l'argent. Mais encore une fois, c'est adapté à la catégorie d'âge, bien sûr. Un deuxième exemple, c'est Fit for Life. Donc, ça, c'est au niveau secondaire. Et c'est là qu'on a aussi travaillé étroitement avec la CSSF. Donc, c'est Fit for Life, c'est pour les jeunes, pour les adolescents âgés entre 14 et 16 ans. Et c'est à nouveau un volontaire du monde professionnel qui intervient en classe pendant 6 heures. On a 2 grandes thématiques ou 2 grands volets. Le premier volet, c'est orientation, mais c'est surtout le deuxième volet, finances personnelles, donc éducation financière. Donc, finances personnelles, c'est-à-dire on apprend aux jeunes à établir un budget équilibré. On parle des dépenses mensuelles. On parle aussi des avantages, désavantages à prendre un crédit. On parle clairement aussi du risque de surendettement. On parle des différents types d'assurance. On parle bien sûr aussi de la notion d'épargne, ce qui est très important. Donc, il y a toutes les différentes notions en relation avec les finances personnelles des jeunes. Donc, c'est vraiment pour les préparer, c'est vraiment pour qu'ils apprennent à bien réfléchir, à bien prendre des décisions financières bien réfléchies,
avec leur propre argent de poche, mais aussi plus tard, quand ils vont commencer à travailler. Et on voit clairement, là, c'est souvent, il y a toujours un étonnement aussi auprès des jeunes de voir quelles sont les dépenses, déjà quelle est la différence entre salaire brut et salaire net, le système d'impôt, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est souvent, ou la majorité des cas, c'est très nouveau pour eux. Donc le besoin est clairement là. Troisième programme, troisième exemple, c'est au niveau des mini-entreprises. C'est un troisième programme qui fonctionne pendant toute une année scolaire. Donc là, c'est les jeunes âgés entre 16 et 19 ans qui créent et gèrent une entreprise de A à Z, en mini-format. Bien sûr, c'est encadré, ils sont accompagnés par un enseignant et un coach du monde professionnel. Mais là aussi, bien sûr, ils apprennent à gérer des finances, mais plutôt en relation avec l'entreprise. Donc c'est vraiment gérer des finances en relation avec l'entreprise. Donc c'est-à-dire, il faut déjà définir le capital minimum, il faut trouver l'argent, simplement pour commencer. Il faut aussi trouver les actionnaires. Il faut après aussi, ils apprennent à différentes méthodes de comptabilité. Ils apprennent en équipe à gérer les finances de leur propre projet, de leur propre entreprise. Bien sûr, c'est encadré. On ne va pas risquer qu'ils font une faillite et que ça ne fonctionne pas. C'est un encadrement est là. Et donc ça c'est évident. Mais un vrai apprentissage, là, c'est vraiment du learning by doing. Donc c'est vraiment du concret sur le terrain, mais en relation avec la gestion d'entreprise. Voilà, donc ce sont les trois exemples un peu. Ce qui est important, ce que nous on voit, c'est clairement c'est un écosystème. Pour nous, ce qui est important, c'est une collaboration de tout le monde. Donc j'ai toujours chacun son rôle à jouer. Donc les entreprises aussi, je pense que c'était le deuxième point justement qu'on voulait aussi élaborer. Donc les entreprises, ils ramènent, ou les professionnels qui entrent en classe, ils amènent une autre plus-value. Ils amènent un autre savoir, un autre profil, une autre expérience, qui puissent vraiment inspirer les jeunes aussi et partager leur exemple et leur exemple de leur vie professionnelle ou personnelle aussi. Et ce qu'on voit aussi, les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts envers quelqu'un de l'extérieur. Souvent, peut-être pas tout le temps, bien sûr, mais souvent, ils sont beaucoup plus ouverts et à l'aise à poser des questions à quelqu'un du monde professionnel parce qu'ils ne sont pas évalués par cette personne, ils ne sont pas jugés par cette personne, ils ne reçoivent pas une note par cette personne-là. Donc, c'est différent par rapport à l'enseignant ou même les parents des fois. Donc c'est un autre échange. Et donc là, ils ont vraiment beaucoup plus de retours. Et aussi les volontaires, ils reçoivent beaucoup de retours de leur côté. Donc c'est vraiment plus-value aussi pour les entreprises et pour les professionnels qui participent. Merci. Je vous remercie toutes les deux de me permettre de terminer sur une note un petit peu plus légère, puisque ça me ramène à mon introduction. Le surendettement, c'est sérieux, mais ce n'est pas fatal. Je continue, très bien. Donc nos invités nous ont permis d'ouvrir les yeux sur une problématique qui est mondiale, le surendettement, mais qui est aussi luxembourgeoise. Et dans un environnement qui est aujourd'hui relativement favorable au crédit, la question de la dette et de ses excès doit se poser. La responsabilité sociale des entreprises est engagée, on l'a vu avec ArcelorMittal et avec Post. Elles sont les premières vigies pour détecter des salariés en situation financière difficile. Cependant, elles ne peuvent seules détecter ce type de problème et doivent être accompagnées alors par les associations que la Ligue médico-sociale nous a largement présentées aujourd'hui, qui sont indispensables tant dans la prévention que dans l'accompagnement des situations et des individus face à des situations de surendettement. Et enfin, elles viennent en renfort des pouvoirs publics qui jouent un rôle charnière également face au surendettement. Mais pour conclure, je dirais que la compréhension des rudiments de la gestion d'un budget, à commencer par son argent de poche, demeure sans doute le meilleur rempart aux excès de la dette et au surendettement. Et je vous remercie donc à tous pour votre participation.